Bien, l'audience est reprise. Monsieur Seychelles, vous avez la parole. Je vais à présent parler de la partie de l'acte d'accusation et du mémoire en clôture et du réquisitoire de l'accusation qui se rapporte à Khmelkovtsi. Dès que Franjo Tudjman est arrivé au pouvoir en Croatie, dès que le HDZ a pris les leviers du pouvoir, il y a eu poursuite organisée de diligenté ou harcèlement de la population et persécution de la population croate, population serbe en Croatie. Alors, quelles sont les sources pour dire chose pareille? Le professeur Livada a publié un livre volumineux à cet effet. Svetozar Livada est l'auteur de ce livre. Et le procureur a coopéré avec le professeur Livada. Le procureur m'a communiqué des documents extraits d'une revue où l'on a thématiquement abordé bon nombre de persécutions de Serbes en Croatie. Et le rédacteur de ces publications, c'était le professeur Svetozar Livada. Puis, on a parlé le biographe en chef Darko Kudelic, qui a été le biographe de Tudjman. Il a parlé des aspects oustashoïdes du régime à Tudjman et des liens de Tudjman, que je cite d'ailleurs souvent dans mon livre Entreprise criminelle catholique romaine de la nation artificielle croate. Il a parlé de la coopération avec l'émigration oustachi, avec les franciscains, puis l'Église catholique romaine en Croatie, qui a facilité sa prise du pouvoir, ou son accession au pouvoir. Comme cela, elle a facilité l'arrivée au pouvoir de Ante Pavelić à l'époque. Ante Pavelić était arrivé d'Italie avec 2 ou 3 camions bondés d'oustachis. Il y avait moins d'une centaine d'oustachis. Et il a réussi à s'emparer du pouvoir parce qu'il a été aidé à cet effet par l'Église catholique romaine, par ses différents évêchés, et cela a repris les structures en place du parti paysan croate, avec les différentes ramifications urbaines et non urbaines des gardes civiles. Et la troisième source pour ce qui est des persécutions des Serbes, c'est Stipe Šuvar, qui a étudié de façon tout à fait approfondie la question dans son livre intitulé Le carrousel croate. Et dans mon livre à moi, j'ai fourni plusieurs citations assez longues tirées du livre à Šuvar. Moi, je me proposerais d'en donner lecture si j'ai suffisamment de temps pour le faire, mais je me demande déjà si j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais pensé faire, étant donné que j'ai pratiquement utilisé la moitié du temps qui m'est imparti. Je ne sais pas si je peux compter sur les 4 heures supplémentaires que j'avais demandées, étant donné que les juges de la Chambre ne m'ont pas répondu à cet effet. Alors, on plastique les maisons des Serbes, on pose des explosifs, on tue des Serbes, ça et là. Très souvent, ils sont tabassés. Les enfants serbes sont persécutés de façon organisée dans les écoles primaires et secondaires. On incite leurs camarades croates à aller leur créer des difficultés. Les Serbes sont licenciés, notamment dans les institutions de l'État. En 1990 déjà, il se produit
un grand exode des Serbes depuis cette unité fédérale croate. En début 91, ça prend des dimensions que l'on n'avait pas supposé avoir été possible. Et on crée une cellule de crise du Parti radical serbe avec pour mission de faire en sorte que ces Serbes réfugiés se trouvent un logement, quel qu'il soit, leur trouver donc un endroit pour les installer, organiser leur alimentation et leur distribution des vivres. C'était le premier des rôles de notre cellule de crise avant que la guerre ne commence, avant qu'il n'y ait échange de tirs. Et cette cellule de crise est devenue un état-major de guerre lorsqu'il y a eu des proclamations d'un état de guerre imminent. Alors, vous savez, Belgrade, c'est une ville de 1 600 000 habitants. Il y avait pas mal de logements vides, notamment de logements en propriété de l'État fédéral qui était en train de se décomposer. Et nous nous recherchions ces appartements et de façon semi-illégale, on a installé là des familles serbes de réfugiés. Quand je dis semi-illégalement, c'est que nous n'avions pas de fondement juridique pour le faire. Mais les autorités ne se sont pas opposées à la chose parce que c'était une solution provisoire absolument indispensable. Lorsque les conflits armés ont commencé, là commencent des persécutions non dissimulées des Serbes. Les Serbes ont été massivement expulsés de Grubišno-Polje. Ce sont les versants ouest de la Slavonie. Les Serbes sont expulsés massivement des villes de Dalmatie, de différentes villes en Slavonie aussi, puis de Zagreb, Sisak, Varaždin et autres localités. Et les vagues de réfugiés n'arrêtent pas d'arriver en Serbie. En début 92, il y avait déjà entre 200 et 300 000 Serbes expulsés. Je ne compte pas les Serbes qui sont partis en Bosnie-Herzégovine et qui sont partis dans les villes de l'Europe de l'Ouest ou dans les pays d'outre-mer. Je n'ai compté que les Serbes qui sont arrivés en Serbie parce qu'expulsés. Dans de telles conditions, lorsque la Serbie a été frappée par un véritable raz-de-marée de réfugiés, nous, on a nos premières élections pour le Parlement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, le 27 avril 1992. C'est là que l'on a proclamé une nouvelle constitution et les élections ont été prévues pour la fin du mois de mai. Nous avions à peine un mois de campagne électorale devant nous. À l'occasion de cette campagne électorale, j'ai tenu au quotidien des fois même 3 meetings ou 3 rassemblements en une seule journée. Très souvent 2, mais au moins un meeting. Et j'ai organisé ce meeting à Hrtkovci. Hrtkovci, c'est une localité assez grande qui se trouve être entourée de bon nombre de villages. Et à l'occasion de ce discours, j'expose le programme électoral du Parti radical serbe. Et vous avez vu le texte entier de mon discours. Monsieur Markusen, ou l'un de ses collaborateurs, étant donné que pour moi c'est tous les mêmes, je ne fais plus la différence entre les uns et les autres, a dit que, a posteriori, j'ai publié le texte du discours une fois que l'acte d'accusation a été dressé à mon encontre. Non, c'est pas vrai. Je l'ai publié pour la 2e ou 3e fois, une fois qu'il y a eu acte d'accusation à mon encontre. Et ça se trouve dans l'un des livres que j'ai montré dans le prétoire, ça a été publié bien des années avant. Je me suis efforcé de publier la totalité de mes discours politiques qui ont été enregistrés, dont les enregistrements sont parvenus jusqu'ici. Je n'ai pas réussi à le faire, bien sûr, parce qu'il y a eu énormément de discours, mais j'ai réussi pratiquement à reproduire la totalité des émissions de télévision, de radio et toutes les interviews au niveau de la presse, donc les rassembler et les publier. Parce que
Rien de tout ce que j'ai déclaré en public, je ne l'ai dissimulé. Je n'ai pas de quoi avoir honte. Ce que j'ai déclaré à l'époque, je le déclarerai de nos jours encore. Peut-être le modifierai-je quelque peu, peut-être cela se trouverait-il être plus convaincant qu'à l'époque, et ce du fait de l'expérience qui s'est accumulée et du mûrissement des choses, mais il n'y aurait probablement pas, enfin ça n'aurait peut-être pas été aussi intelligent qu'à l'époque, parce qu'avec l'âge, l'intelligence baisse chez l'homme. Alors ce meeting n'avait pas un caractère militant. Le procureur lui affirme qu'à l'occasion de ce meeting, il y avait des tchétniks arborant des uniformes noirs. Mais jamais, nulle part, les tchétniks n'ont porté d'uniforme noir, ni dans le courant de la Deuxième Guerre mondiale, ni pendant les dernières guerres. Jamais. Les volontaires du Parti radical serbe portaient des uniformes de camouflage. Très rarement, ils portaient d'anciens uniformes militaires de couleur vert olive. Et étant donné que nous étions intéressés par la possibilité d'avoir le plus grand nombre possible de volontaires du Parti radical serbe, et l'armée était intéressée parce que c'était les gens les plus disciplinés, l'armée donnait depuis ses entrepôts les meilleurs des uniformes qu'elle avait en stock. Alors il y a pu y avoir des gens à ces meetings qui se seraient habillés d'éléments ou de parties d'uniformes militaires. Et maintenant, quand je regarde la télévision serbe, et lorsqu'on montre des émissions en provenance ou tournées dans des villages serbes, on montre des bûcherons, des agriculteurs, et très souvent, on le voit porter une partie d'uniforme de camouflage, soit le haut, soit le bas. Mais vous savez, le couvre-chef serbe, qu'on appelle šajkača, fait partie, et c'est un élément incontournable, de la tenue vestimentaire populaire. Ça vient de la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'était un couvre-chef militaire à l'origine. Les Serbes ont tellement tant et si bien apprécié la chose qu'ils ont commencé à porter ce couvre-chef dans la vie quotidienne. Et ce couvre-chef šajkača est devenu un symbole serbe, quelque chose permettant d'identifier le serbe. Donc, il se peut que certains de ces participants au meeting aient porté des éléments d'uniforme de camouflage militaire. Mais personne n'était vêtu de noir. Et personne n'avait porté d'armes automatiques. Il y a eu des hommes du parti chargé de la sécurité qui portaient des pistolets. Mais ces pistolets, on ne les voyait pas. Ils n'étaient pas apparents. Alors, on passait des chants du Parti radical ou des chants tchétniques pendant 1 heure ou 2 heures avant la tenue du meeting. C'était ce qu'on faisait toujours, c'était une façon d'attirer les gens pour qu'ils viennent au meeting. Vous avez déjà vu qu'il n'y a pas eu du tout de liste de Croates à expulser dont on aurait donné lecture. On a donné lecture rien que d'une liste de Croates qui s'étaient déjà éloignés de Krtkovci, qui étaient partis pour faire partie des ZNG, c'est-à-dire cette organisation paramilitaire croate créée par Tudjman. Leurs noms ont été lus. Je n'ai personnellement pas lu cette liste, mais je soutiens la liste comme si je l'avais lue. Et à une occasion, je pense avoir dit de l'avoir lu. Si un militant de notre parti l'a lu, je peux considérer comme si je l'avais lu. Pourquoi voulez-vous que je ne la lise pas? Mais alors tout à coup, on fait venir de faux témoins qui, ici dans le prétoire, viennent affirmer, et l'un d'entre eux l'a fait, pour dire que dans un discours, j'ai demandé à ce que l'on fasse divorcer tous les couples mixtes. Un autre témoin est venu affirmer que j'avais demandé d'abattre les enfants issus des couples mixtes. Vous l'avez tous entendu affirmer ici dans le prétoire. Et quand j'ai déposé une plainte au pénal contre ces faux témoins, vous l'avez rejeté.
en disant que ces témoins n'étaient pas conscients du fait qu'ils mentaient. Peut-être. Et ça, ce sont des choses qui sont passées auprès de vous. Alors tout ce qui m'est reproché par le bureau du procureur, c'est tout aussi vrai que l'affirmation au terme de laquelle j'aurais en public demandé à ce que l'on abatte la totalité des enfants issus de couples mixtes. À Khelkovtsi, il y a eu d'importants échanges de propriétés entre les Serbes expulsés et les Croates locaux. Les Serbes qui ont été expulsés de Croatie n'ont pas pu récupérer plus que leurs valises ou leurs sacs de voyage, si tant est qu'ils ont pu les prendre. Et les Croates de Khelkovtsi ont pu à plusieurs reprises voyager vers la Croatie pour regarder les propriétés à des fins d'échange avec les Serbes une fois qu'ils auront jaugé la valeur des biens de ces Serbes-là. Alors pourquoi le bureau du procureur du tribunal de La Haye n'a pas sanctionné les autorités croates pour ces grandes persécutions de Serbes? Il s'agit de centaines de milliers de personnes. Il ne m'appartient pas à moi de me justifier si j'ai commis un délit pénal pour dire lui aussi il a commis un délit pénal, il faut que vous le poursuiviez également. L'auteur d'un délit pénal ne peut se défendre de la sorte. Mais de la sorte, je peux compromettre le bureau du procureur de La Haye et le tribunal de La Haye dans son ensemble. Parce que moi, il est plus important à mes yeux de vous compromettre que d'assurer ma défense à moi. Et je le fais de façon assez réussie depuis plus de 9 ans. Parce que vous vous y prêtez vous-même. Très souvent, vous vous placez de façon à ce que j'aimerais vous voir vous placer pour pouvoir vous taper dessus de toutes mes forces. C'est vous qui êtes compromis parce que vous n'avez jamais poursuivi personne de la Croatie, de ceux qui avaient participé aux persécutions des Serbes. Or, ces persécutions, elles, ont duré pendant plusieurs années à compter de l'arrivée de Tudjman au pouvoir. Et vous voudriez me condamner, moi, parce que je m'étais employé en faveur d'une, ne serait-ce qu'en partie, d'un échange de population, ne serait-ce que partiel. Alors moi, j'ai été favorable à la rétorsion. C'est un principe qui existe au niveau du droit international. Certains États le mettent en œuvre ou ne le mettent pas en œuvre. Mais vous ne pouvez pas nier l'existence de cet élément. La rétorsion, ça veut souvent dire aussi représailles. Il ne s'agit pas seulement de répliquer par l'appareil, mais des fois on rend la monnaie de la pièce, mais dans une mesure plus grande encore. Où sont donc les Allemands qui avaient vécu en Tchéquie? Où sont les Allemands qui avaient vécu en Pologne? Combien y en avait-il à vivre, à résider sur le territoire de la Pologne actuelle? Où sont les Italiens qui avaient résidé sur les rives est de l'Adriatique? Il y en a eu 300 000 à avoir été expulsés. Où sont les Allemands qui avaient résidé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie? Il s'agit donc d'un principe qu'on peut justifier ou qu'on peut condamner du point de vue moral, mais qui existe. Au meeting, j'ai promis ce que nous allions faire au cas où nous arriverions au pouvoir. Et on le voit clairement dans les propos que j'ai tenus. Et vous essayez de faire en sorte que ce discours soit présenté comme étant une attaque pour mettre en œuvre l'article 5 du statut. Il faut qu'il y ait une attaque organisée ou systématique en temps de guerre. Les juges de la Chambre de première instance, dont M. Antonetti avait été membre,
en 2004 encore, en statuant sur une objection que j'ai faite concernant l'acte d'accusation, a décidé d'exclure de l'acte d'accusation tous les sites qui se rapportent à la Voïvodine si le bureau du procureur n'a pas d'éléments de preuve pour démontrer qu'en Voïvodine il y a eu des conflits armés. Le procureur a interjeté un appel et puis on a remis cela dans l'acte d'accusation en disant à peu près, parce que je n'ai pas le papier sous les yeux, pour dire que le procès se doit de prouver s'il y a eu ou pas un conflit armé là-bas. Le procureur a dit qu'il y avait eu un conflit armé à l'époque en Croatie et en Bosnie-Herzégovine et qu'il y avait un nexus, un lien entre les éléments à Chertkovci et les conflits armés là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Le plan Vance dit que le conflit armé en Croatie a pris fin. On avait déjà déployé des membres de la force ONU en application de ce plan Vance, et ce, sur le territoire de la Republika Srpska Krajina. S'agissant maintenant des réfugiés serbes et des personnes expulsées d'origine ethnique serbe, à l'exception de la Slavonie occidentale, où il y a eu un grand exode de Serbes en novembre et en décembre 1991, tous les autres Serbes expulsés venaient de territoires où il n'y a pas eu de conflit armé du tout. À Zagreb, il n'y a pas eu de conflit armé. À Varaždin non plus, à Sisak non plus, et dans bon nombre d'autres localités aussi. En Voïvodine, il n'y a pas eu de conflit armé. Votre expert Tenens a dit qu'il n'y a pas eu d'attaque de lancer contre la population civile à Chertkovci. Et non seulement il devait y avoir présence d'une attaque, d'une intensité égale à l'intensité des délits au pénal prévus par l'article 5 du statut, mais il fallait que l'attaque soit de grande envergure et systématique. Or, il n'y a pas eu d'attaque du tout. Alors, en l'absence de quelque attaque que ce soit, mon discours à moi est considéré comme étant ou ayant été une attaque. Or, cela ne peut se faire. C'est tombé à l'eau, ça. Déjà, dans le jugement rendu à l'intention de Dario Kordic, le délit verbal, ça ne peut pas être considéré comme étant une attaque. Or, vous dites que maintenant, vous dites que oui, mais vous pouvez dire ce que bon vous semble. Pour vous, il n'existe pas de loi morale ni de principes moraux. Ce qui vous tombe à l'esprit, ce qui vient à l'esprit, vous le sortez. Vous êtes venu ici en tant que des individus anonymes. Et après ce procès, vous retournerez dans votre anonymat. Vous vous êtes fait verser de bons salaires ici. Il me semble que vous allez avoir déjà droit à une retraite au bout de 4 ans de service pour le compte des Nations Unies. Et vous en fichez. Votre sale besogne, vous l'avez faite, vous êtes fait pas mal d'argent et vous allez partir. Personne ne vous connaissait avant ce procès et personne ne saura qui vous êtes après ce procès. Et, étant donné qu'il n'y a pas eu d'attaque en question, il ne peut y avoir non plus de délit au pénal de persécution. Vos témoins ont déclaré que certains réfugiés portaient des armes. Alors j'ai demandé à un témoin, monsieur le témoin, je crois que c'était un témoin qui a témoigné par vidéoconférence, comment portait-il ces armes? Alors il a dit, on voyait des pistolets dans leur gaine, à leur ceinture. Mais moi, quand je suis à Belgrade ou que je sois en Serbie ou dans des terres serbes, je porte un pistolet dans une gaine à ma ceinture, sans avoir pour autant l'intention d'attaquer qui que ce soit. J'aime bien porter mon pistolet. Et quand je suis dans un danger ou péril quelconque, j'aime bien me défendre tout seul.
Alors, vous vous référez à un rapport d'un expert, un faux expert, Eva Tabo. Alors, pour commencer, partant de documents de l'Église de l'évêché catholique romain de Chrtkovci, elle a tiré des conclusions de grande portée. Plutôt que d'aller rechercher dans la municipalité de Rouma des renseignements pour ce qui est des personnes qui sont arrivées, qui sont parties de là, des personnes qui sont déclarées et qui ont déclaré leur départ, et de comparer les données relatives aux biens immobiliers échangés. Tout cela était accessible, mais ça ne l'a pas intéressée, elle. Tout ce qui l'intéressait, elle, c'est ce qu'un évêque ivre à Chrtkovci a consigné. Un curé ivre a consigné. Il y a là-bas bon nombre d'attestations, de délivrés, concernant des baptêmes au niveau de l'Église catholique romaine. Tous ceux qui ont voyagé vers la Croatie ou qui avaient compté sur l'éventualité d'un voyage venaient prendre ce type d'attestation. Et alors, Madame, Messieurs les juges, est-ce que quiconque parmi vous, quand vous voyagez à l'étranger, vous prenez une attestation ou un extrait de naissance ou de baptême? J'imagine que Madame Antonetti et Madame Latancy sont des catholiques romains. Je suppose que Monsieur Arhoff est protestant, je ne suis pas sûr, je peux le supposer. Mais je pense qu'on doit prendre, ou est-ce qu'on prend un extrait de l'Église où on a été baptisé pour pouvoir voyager à l'étranger? Vous ne l'avez jamais fait. Alors pourquoi les Croates de Chrtkovci avaient-ils pris ce type d'attestation relative à leur baptême? Parce que, avec le passeport yougoslave, ils ne pouvaient pas du tout entrer en Croatie sans se prouver au préalable qu'ils étaient catholiques romains. Parce que la Croatie avait pris des mesures discriminatoires à l'égard des Serbes orthodoxes pour leur interdire le passage de la frontière. S'ils étaient détenteurs d'un passeport yougoslave. Et c'est la raison pour laquelle on cherchait à se faire délivrer ces attestations. Nous avons vu que pour certains d'entre eux, ils n'ont même pas voyagé à partir du moment où ils ont eu l'attestation. Alors, pour pouvoir me condamner pour persécution par voie d'expulsion ou transfert forcé, il vous faut démontrer qu'il y a eu expulsion, qu'un Croate au moins a été expulsé. Alors, qui est ce Croate qui a été expulsé de Serbie? Est-ce que vous savez ce que c'est, une expulsion? Est-ce que vous savez comment on procède à effectuer cela, des expulsions? Est-ce qu'il s'agit d'une expulsion lorsque un Croate ne se sentait pas très à l'aise en vivant entouré d'autant de réfugiés serbes aussi? Je me dis qu'effectivement, ils ont dû se sentir gênés. Alors, il se rend par 2 ou 3 fois en Croatie pour trouver quelqu'un avec qui il pourrait procéder à l'échange de biens. Et souvent, il en profite dans le cadre de cet échange. On a vu ici plusieurs faux témoins qui ont dit que non, ça a été mauvais pour eux. Imaginez ces centaines de milliers de Serbes de Croatie qui ne peuvent plus revenir. Et ici, vous avez plusieurs centaines de Croates qui cherchent à l'échange de biens et qu'ils nous disent maintenant, ces Croates, qu'ils ont perdu à l'échange. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer cela? Cela défie le bon sens. Les Croates partaient là plusieurs fois, ils appréciaient les différents biens et ensuite ils passaient leur contrat. Le plus souvent, ce contrat a été passé devant les autorités croates. Parfois, c'était des autorités serbes d'ailleurs, peu importe, et sans qu'il y ait eu contrainte quelconque. Et c'est uniquement à partir du moment où leurs biens a été échangés, c'est là qu'ils partaient. Alors, est-ce qu'on peut parler d'expulsion dans ce cas-là? Quel juriste pourrait nous affirmer qu'il s'agit d'expulsion
De quel pays viendrait-il ce juriste? Aucun juriste digne de ce nom ne pourrait l'affirmer. Devant le tribunal de La Haye, bien entendu, il ne faut pas s'attendre à ce que les décisions soient raisonnables. Je ne m'y attends pas d'ailleurs, mais je suis tenu de dire au public que pas un seul Croate n'a été expulsé. Il est arrivé qu'un Croate soit tué quelque part pendant cette période-là. Je pense que c'était au mois de juin, si je ne me trompe pas. Stefanec, il s'appelait. Mais qu'il ait été tué, oui, on a bien pu élucider les circonstances de sa mort. Il a été tué par des criminels dont l'intention était criminelle et ils ont fait l'objet de poursuites, ceux qui l'ont commis. Alors, la paroisse a été pillé, d'accord. Et ici, nous avons un témoin qui nous confirme que ça a été pillé par un catholique qui a fait l'objet de poursuites à cause de cela. Et d'ailleurs, ce vol se situe hors du cadre temporel couvert par l'acte d'accusation dressé contre moi. Donc, de quelle persécution parlons-nous? S'agit-il de persécution parce que mon discours déplaît à quelqu'un? Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, nombreux sont ceux qui n'aiment pas la teneur de mon discours. Est-ce que je suis en train de vous persécuter? Si j'étais détenteur d'un pouvoir quelconque, je vous persécuterais peut-être, mais hélas, mes propos ne peuvent constituer aucune persécution. Peut-être que cela a un mauvais effet sur vos consciences, éventuellement que cela vous gâchera votre repas de midi. Mais en fin de compte, mes propos sont sans conséquence. Le fait d'exposer son opinion, la pire qui soit, ne peut pas constituer un crime. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, certaines organisations internationales, par exemple le Conseil de l'Europe, prônent que l'on engage des poursuites contre le discours qui invite à la haine ou le discours de haine. Même à la Maison des Lords, vers la fin des années 80, au début des années 90, il y a eu des débats qui ont porté là-dessus. Mais à chaque fois, on insiste sur le fait que le discours de haine ne saurait être sanctionné de peine de prison. Il y a d'autres peines possibles. La présente chambre de première instance s'appuie sur le système judiciaire de la Yougoslavie communiste qui connaissait le crime d'incitation à la haine raciale et nationale. Et une peine était prévue. Et puis, sous pression qui se sont exercées de l'extérieur, lorsque le délit verbal, c'est-à-dire de propagande ennemie, a été annulé, le crime d'incitation à la haine raciale ou nationale a également s'est vu divisé par deux la peine. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur le système judiciaire de l'ex-Yougoslavie, surtout pas de la Yougoslavie communiste. Il vous faut vous appuyer sur le droit international pour sanctionner le discours de haine, pour le qualifier de crime et pour qu'il rentre dans le cadre de l'article 5 du statut. Mais vous n'avez aucun appui pour arriver à cette conclusion-là. Vous pouvez créer une nouvelle règle juridique et faire démarrer une nouvelle tradition juridique. Autrement, cela n'est pas possible. Citer l'affaire Streicher est totalement erroné. Streicher, on le voit bien dans le jugement, a incité au génocide contre les Juifs sans arrêt et il a pris part personnellement à des actes génocidaires à partir de la nuit de cristal lorsqu'on a incendié les synagogues et dans la suite des événements. À l'époque, le crime de génocide n'était pas encore défini, mais toutes les caractéristiques du crime qui ont été attribuées à Julius Streicher
sont devenus par la suite des caractéristiques du crime de génocide de par la Convention interdisant le génocide. Et voilà. Donc, on ne peut sanctionner qu'en s'appuyant sur le droit international. On ne peut sanctionner dans ce cadre-là qu'une incitation directe au génocide. Si vous l'aviez trouvé, vous me l'auriez attribué dans mes actes. Donc, inciter publiquement et directement à la commission des crimes contre l'humanité, ou crime qui constitue une violation des coutumes de la guerre, cela ne peut pas constituer l'incitation. Je prône le meurtre ou l'assassinat. Je tiens un discours et je dis publiquement, directement, que je prône, que l'on tue, que l'on viole, etc. Tant que vous n'aurez pas pu prouver que par ce discours-là, je prône le génocide, je ne peux pas être sanctionné pour cela. Vous pouvez me haïr. Vous pouvez m'attaquer publiquement. Vous pouvez dire que je suis mauvais. Mais vous ne pouvez pas me sanctionner. Le droit ne vous le permet pas. Par l'arbitraire des juges, par l'arbitraire du tribunal de la Haye, par l'arbitraire des facteurs, des protagonistes internationaux dont ce tribunal constitue un instrument. Si, là, vous pouvez le faire. Là, tout est possible. Faites comme cela vous plaira. Vous me jugez, moi, le public vous juge, vous. On ne sait pas encore qui s'en tirera mieux. Ça reste à voir. Vous n'avez pas accepté mes analyses avec des preuves sur le discours de haine constaté en Croatie ou dans le public musulman. Ce sont des études très approfondies que j'ai publiées par la suite dans mes livres. Vous m'avez empêché de présenter des moyens à décharge à ce sujet. Encore une fois, personne ne peut justifier son crime en insistant sur le fait que quelqu'un d'autre aurait commis un crime. Lorsqu'il s'agit de délit verbal, il existe une ambiance dans le public, une ambiance dans laquelle on fait un certain nombre de discours. Alors, dans ce contexte, quelles ont été les déclarations qui ont été faites et diffusées par les médias croates lors des meetings politiques contre des Serbes? Quelles sont les déclarations qui ont été diffusées par des médias musulmans lors des meetings musulmans? Et à ce moment-là, essayons de voir qui a été plus extrémiste. Où est-ce qu'il y a eu action et réaction? Bien sûr, vous avez évité tout cela puisque vous m'avez empêché de présenter mes moyens à décharge et vous avez refusé de traduire en anglais ces deux études et la Chambre de première instance vous a apporté son soutien là-dessus. Seule ma première étude sur des moyens de défense spéciaux a été traduite en anglais et ces arguments ont causé un malaise profond chez vous puisque cela faisait voler en éclats les arguments de l'accusation et de l'acte d'accusation. À un moment donné, un représentant du bureau du procureur essaie d'établir un lien entre moi et Ostoja Sibincic. Ici, nous avons prouvé qu'Ostoja Sibincic était membre du parti du Renouveau serbe. Et lorsque la campagne a été lancée dans les médias,
une campagne lancée par des partis pro-occidentaux et même par certaines organisations non gouvernementales qui n'étaient que des antennes d'espionnage, eh bien, à ce moment-là, cette campagne, elle a englobé également Ostoja Šibenčić. Et il a été arrêté en août 1992. Lors d'une conférence de presse que j'ai tenue, j'ai condamné son arrestation. Pourquoi l'ai-je fait? Si c'était sur un dépôt de plainte au pénal, on avait arrêté Ostoja Šibenčić immédiatement après sa commission éventuelle d'un crime, cela aurait été correct. Mais on est allé l'arrêter uniquement après une campagne très virulente politique lancée par des médias, et cela n'était pas correct. Tout le bruit fait par ces antennes d'espionnage qui se disent organisations non gouvernementales et tous ces partis politiques pro-occidentaux, donc tout ce bruit ne peut pas justifier que l'on engage des poursuites au pénal contre quelqu'un. À un moment donné, j'ai réagi de manière analogue publiquement parce que Alija Izetbegović a été arrêté en 1983. Lui-même et un groupe de ses amis musulmans. Dès ce moment-là, Alija Izetbegović avait fini de rédiger la déclaration islamique. Mais ce que j'ai défendu, c'était son droit à penser des choses stupides et à les publier. Mais à partir du moment où il a essayé de mettre cela en œuvre, en tant que projet politique, au détriment de l'intérêt national serbe, à ce moment-là, je me suis opposée à cela, l'arme à la main. La guerre peut être faite aux idées uniquement à l'aide d'autres idées meilleures que celles-là, pas autrement. Sur la base de cela, du fait que j'ai condamné l'arrestation de Šibenčić, parce qu'il s'agissait d'un lynchage politique, vous établissez un lien entre moi et Šibenčić comme si nous avions été de concert, des complices dans des activités contraires à la loi. À titre d'exemple, la pratique serbe actuelle, pour voir que l'on ne peut pas tirer ce type de conclusion, un comédien de troisième ordre, Žarko Laušević, vivait en Serbie, originaire du Monténégro, et à un moment donné, il y a plusieurs années de cela, et il est allé à Podgorica, il était à Podgorica, en Monténégro, dans un café où 2 ou 3 jeunes hommes ont discuté de manière un peu animée, et il a commencé à leur crier dessus en disant qu'il fallait qu'ils se taisent, enfin qu'ils arrêtent. Ces jeunes hommes ont réagi violemment, et il y a eu un échange d'insultes de part et d'autre, et à un moment donné, Žarko Laušević, il tire son pistolet, il tue 2 jeunes hommes, 2 Serbes, il en blesse un 3e, et il tire 15 balles en tout. Žarko Laušević, connu comme nationaliste monténégrin, il était un des fondateurs de l'Alliance libérale monténégrine. Et alors, il est jugé parce qu'il a dépassé la légitime défense. Et différentes instances du pouvoir, que ce soit en Serbie ou en Monténégro, essayent de minimiser le fait qu'il a tué 2 jeunes hommes non armés. Mais de quelle légitime défense parle-t-on lorsqu'il s'agit de 15 balles tirées sur 2 personnes qui ne portaient pas d'armes? Mais cela n'est pas possible, hein? Même Vera Petrović, psychiatre officielle du tribunal, même elle a pris part à ces fausses déclarations disant qu'il n'était pas en toute la possession de ses moyens. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Il était ivre sous l'emprise de l'alcool. Mais cela ne l'exonère pas de sa culpabilité. Et Žarko Laušević, je pense qu'il a été condamné à 12 années de prison.
Et à un moment donné, ils ont dit qu'ils pouvaient se défendre en bénéficiant de liberté provisoire parce que le procès a dû être repris. Et puis, il a pris la fuite. Il est parti en Amérique. Et il y a quelques jours, donc c'est un fugitif. L'avis de recherche rouge d'Interpol a été diffusé à son encontre. Il y a quelques jours, le président de la République de Serbie, Boris Tadić, décide de gracier Žarko Lašević. Messieurs les juges, dans vos pays, le président ou le roi, pour ce qu'il s'agirait du Danemark, pourrait-il gracier un fugitif devant la loi? Je ne pense pas. Je suppose que tout d'abord, il devrait être disponible à la justice et ce n'est que par la suite, une fois que l'on aura décidé de le gracier, qu'il pourrait être gracié. Ici, vous avez un fugitif qui a été gracié. Puis, le ministre des Affaires intérieures de Serbie, Ivica Dačić, se rend à New York et il apporte en main propre un passeport serbe à Žarko Lašević. C'est ce qui s'est bel et bien passé. Alors, quelle conclusion puis-je tirer de cela? Je peux condamner politiquement, moralement le président de la République ainsi que le ministre des Affaires intérieures. Mais est-ce que sur la base de leur attitude vis-à-vis de Žarko Lašević, sur la base du fait qu'ils minimisent son crime, qu'ils lui remettent le passeport, etc., est-ce que je suis en droit d'arriver à la conclusion que Boris Tadić a été son complice dans l'assassinat de ces deux jeunes hommes? Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux arriver à la conclusion qu'Ivica Dačić a été complice lors de cet assassinat? Non. Alors, comment est-ce que le procureur, sur la base du fait que j'ai défendu Ostojić Bincic pour cette arrestation sur la base d'une propagande médiatique, est-ce que il peut arriver à la conclusion que j'ai coopéré avec Ostojić Bincic dans le cadre des mêmes activités criminelles? Oui, bien entendu, le procureur de la haie peut se promettre plein de choses que le commun des mortels ne saurait pas se permettre, mais cela est permis au procureur de la haie. Quant à Hrtkovci, j'ai publié un livre sur 1200 pages, vous le savez bien. Vous savez que j'ai fait l'objet de poursuites pour outrage au tribunal à cause de ce livre. Le livre, on peut le consulter sur ma page web. Pratiquement 10 000 exemplaires de ce livre ont été téléchargés entièrement. À Hrtkovci, le crime de persécution n'a pas eu lieu. Le crime d'expulsion n'a pas eu lieu. Le crime de transfert forcé n'a pas eu lieu. Mon discours, eh bien, nombreux sont ceux à qui il a déplu. Eh bien, alors, lorsque les employés du bureau du procureur s'expriment ici, je ne suis pas très à l'aise. Et lorsque on cite un Croate qui aurait dit nique ta mère à mon encontre, cela est répété ici, dans ce prétoire, par Madame Birset. Et si je disais, ça a été enregistré par une caméra, la télévision, qu'un chauffeur de taxi, son surnom est Chambé, il est très connu, en sortant d'un café, il a dit à un homme qui allait entrer, ça a été enregistré par une caméra, il a dit, de nouveau, et voilà, de nouveau, cette Birset nique sa mère. Mais bien sûr, ce serait très, très gênant et vous me condamneriez pour cela. Lorsque Madame Birset a dit ça, personne n'a réagi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je le mentionne aujourd'hui de manière appropriée, comme quelque chose d'inapproprié. Parce que ce n'était pas une preuve à mon encontre, aucune preuve. Qu'un Croate, il y a 20 ans, dans le cadre d'une conversation avec une personne tierce, et dit « je lui nique sa mère ». Mais lorsque cela est répété ici, de cette manière, qu'est-ce que cela prouve? Cela ne fait que
prouver l'insolence du bureau du procureur. Il n'y avait pas d'autre raison pour citer cela. Cela n'est pas à ma charge. Cela ne facilite pas la tâche du bureau du procureur. C'était uniquement pour me blesser. J'espère que Madame Birsey, elle aussi, se trouvera blessée maintenant qu'elle aura appris que j'ai cité ce fait. Ce n'était pas la seule perle de ce genre dans votre réquisitoire. Vous en avez eu d'autres. Vous dites que les volontaires du Parti radical serbe sont de triste notoriété à cause de leurs crimes et leur brutalité. Mais vous n'avez pas à ce jour réussi à identifier ne serait-ce qu'un seul crime étayé par des preuves qui pourraient être imputées à un volontaire du Parti radical serbe. Dire donc un tel qui était volontaire a commis cela. Voyez-vous, Mesdames, Messieurs les juges, dans quelle contradiction s'empêtre le bureau du procureur de ce tribunal. Ils n'ont pas de cesse de démontrer que nous avons dépêché nos volontaires déjà organisés en unités armées dont la taille était à peu près d'une compagnie, donc une centaine de volontaires. Pour eux, c'est une preuve que nous sommes une organisation paramilitaire. Et par ailleurs, ils s'emploient à démontrer que dans différentes localités, les forces serbes étaient présentes, ainsi que quelques Chechelyevci. Donc, y compris des Chechelyevci. Mais comment est-ce possible? Nous dépêchons des volontaires organisés sous la forme de l'équivalent d'une compagnie, et ensuite, sur place, ils se disperseraient dans tous les sens pour être présents partout. Qu'est-ce que cela a à voir avec le bon sens ou l'intelligence? Comment est-ce possible? Pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune alléguée, l'accusation affirme que notre objectif commun aurait été de réunir tous les Serbes au sein d'une grande Serbie. Mais ce n'est que mon objectif à moi et celui du SRS, du Parti radical serbe. Personne d'autre n'a exprimé ou affirmé cet objectif, alors que nous l'avons exprimé et expliqué en détail dans nos documents officiels, disant ce que cela signifiait. L'accusation affirme que je me serais livré à une propagande impitoyable, une campagne de propagande impitoyable dirigée contre les musulmans, les Croates et les Albanais. Mais pourquoi parlez-vous ici des Albanais? Pourquoi avez-vous besoin de cela? Vous manquez de preuves, donc vous avez besoin de rajouter quelque chose. Rajouter un peu de piment. Même si j'avais tué 1 million d'Albanais, vous ne pourriez rien y faire. Vous allez vous répandre en larmes pour cela. Pourquoi ne m'avez-vous pas accusé à temps? Pour les Albanais également. Donc une campagne de propagande impitoyable et continue dirigée contre les Croates et les musulmans. Effectivement, je m'y suis livré inlassablement et j'ai pris pour cible de façon impitoyable tous ceux qui compromettaient, qui menaçaient l'intérêt national serbe. Mais ici, on ne peut éviter de se poser la question de savoir qui est responsable de cette guerre. S'agissait-il de ceux qui, par la force, ont fait voler en éclats la Yougoslavie, ou ceux qui ont essayé de maintenir et de préserver la Yougoslavie par la force? On ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. La destruction par la force de la Yougoslavie est, en tant que telle, un crime au pénal. Et c'est quelque chose qui ne saurait être justifié par quiconque en droit international. Alors que la tentative de préserver la Yougoslavie par la force n'est pas un crime, c'est une obligation découlant de la Constitution.
Dopo disse: Il est ensuite question de changement ou de modification de l'ensemble de la structure ethnique de la population, que j'aurais pollué les esprits tant des Serbes que des non-Serbes par ma campagne de propagation de la haine, et notamment que j'aurais prôné une grande Serbie. Mais j'ai élucidé tout cela, et je n'ai pollué ou empoisonné l'esprit de personne. Tout ce que je disais publiquement était fondé sur des faits parfois historiques. Alors, si vous dites qu'il y a eu des exagérations, j'affirme que ce n'était pas le cas, parce que ma réaction aux événements a toujours été appropriée et proportionnelle, et il s'est très souvent agi d'avertissement. Alors, j'ai commencé à traiter ces questions d'ordre général parce que je préférais que l'on fasse une pause peut-être maintenant plutôt que de commencer à parler de Mostar et Nevesinje, si c'est possible. Je crois que nous sommes déjà au-delà d'une heure. On va faire la pause, il est midi moins le quart, donc jusqu'à midi et quart, 30 minutes, et puis ensuite on prendra non-stop jusqu'à la fin pendant 1h15. Donc nous nous retrouverons à midi et quart. All right, we will